Foucault, bien sûr, n'a pas été seulement un grand philosophe, un grand intellectuel, il a été aussi la figure même, disons, d'une certaine forme d'engagement politique dans les 30 dernières années du XXe siècle. Et je crois qu'il a contribué plus que tout autre peut-être à redéfinir la position de l'intellectuel dans le monde contemporain, qui est très différente au fond d'autres formes historiques qui sont celles du grand tribun ou de la figure héroïque de l'intellectuel qui, par ses opinions, transforme le monde. Autour de la notion volontairement très modeste d'intellectuel spécifique, je crois que Foucault a permis de penser des formes d'intervention qui ne passaient plus par la figure héroïque du maître, disons, qui venait diffuser une parole auprès de suiveurs, de disciples, de gens qui ne demandaient qu'à être édifiés. Il a été aussi, je pense, très différent d'une grande figure comme Sartre, que Bourdieu appelait à juste raison la figure de l'intellectuel total, et qui prenait, disons, de l'autorité que lui conférait sa position, pas du tout institutionnelle chez Sartre, puisqu'il n'était pas universitaire, mais sa légitimité philosophique pour prendre position de manière égale sur tous les sujets. Ce qui déconcertait chez Foucault, c'est que justement, ce n'était pas l'intellectuel qui prenait position sur tous les sujets, mais qui contribuait, disons, à faire advenir de nouvelles formes ou de nouveaux espaces de discussion sur le politique. Du côté américain, bien sûr, les choses étaient très différentes. Alors, on peut rappeler, bien sûr, que la première réception de Foucault, comme celle de tous les philosophes français des années 60 jusqu'à nos jours, s'est faite par des canaux qui étaient des canaux plus littéraires et philosophiques que des canaux de sciences sociales. Encore que, je pense qu'à la différence d'autres grands philosophes français, et je pense à Jacques Derrida en particulier, l'œuvre de Foucault a intéressé rapidement sociologues, historiens et anthropologues. Le petit livre de Dreyfus et Rabinoff, dont il n'existe pas d'équivalent en France et qui est resté une introduction très remarquable à l'œuvre de Foucault, montre justement l'intérêt précoce que l'anthropologie et la sociologie américaine ont pu développer à l'égard d'une pensée qui leur paraissait tout à fait innovante et étrange. Alors, il est devenu, et c'est ça qui est extraordinaire, on le voit dans certaines librairies, les rayons Foucault Foucault devient un objet qui transcende les disciplines et qui peut-être, disons, remet en question la manière dont sont divisés, en particulier dans l'université américaine, qui est très rigide à ce sujet, les objets. L'université américaine s'est développée en départements, en disciplines très fortes et très institutionnalisées. Et là, ce nom propre Foucault vient en quelque sorte questionner, disons, toute l'institution universitaire. Et les usages sont divers, mais ce qui est frappant, c'est que ce pouvoir de questionnement et de déstabilisation a été très, très puissant. La réception de Foucault en Italie, c'est une chose assez étonnante. À ma connaissance, l'Italie est le seul pays où Foucault ait publié des textes avant de les publier en France. L'ordre du discours sort en 70 en Italie, en 71 en France, par exemple. Alors c'est une question d'un mois, mais c'est assez drôle. C'est aussi un pays où très rapidement des ouvrages avec des textes de Foucault qui étaient inédits à l'époque, qui sont maintenant inédits écrits, ont été publiés. Je pense en particulier dès 70 à une publication qui s'appelle Écrits littéraires, Scritti letterari, qui est un recueil des textes littéraires de la décennie 60 dont Foucault avait accepté que ça soit publié sous cette forme, c'est-à-dire avait accepté le principe d'une unité de ces textes et s'est présenté comme un livre et non pas seulement comme un recueil. Je pense aussi à un texte important qui est un texte collectif qui s'appelle Microphysique du pouvoir, où il y a deux textes inédits de Foucault et qui sont le résultat d'un séminaire que Foucault a fait longtemps avec un certain nombre de gens qui étaient par ailleurs liés à Robert Castel et qui tournaient tous autour de l'université de Milan et de Bologne.
et qui sont actuellement les gens qui s'occupent de l'édition des cours au Collège de France, Alessandro Fontana, Marchetti, etc. Pasquino. Donc il y a très rapidement en Italie une très grande attention pour les textes foucaldiens, dans un contexte un peu particulier, parce que, alors il ne faut pas faire l'histoire des années 70 en Italie, mais c'est vrai que la différence probablement entre la France et l'Italie, et qui est une différence aussi qui pèse énormément sur la réception de Foucault, c'est qu'il y a dans la seconde moitié des années 60 en Italie, un énorme développement de l'antipsychiatrie autour de l'expérience de Trieste, Basaglia, qui reçoit les textes de Foucault. Alors Foucault n'avait pas lu les antipsychiatres, ni les antipsychiatres anglais, ni les antipsychiatres italiens au moment où il écrit l'histoire de la folie, mais c'est vrai qu'il y a eu un impact en Italie qui a été extrêmement fort. Et puis l'Italie est un pays où l'expérience de 68 dure 10 ans, plus de 10 ans. Ce qui fait que le laboratoire social, comme on l'a dit à l'époque, de l'Italie, avec des glissements dramatiques vers le terrorisme, mais aussi avec un travail de création, de production théorique et pratique, a été beaucoup plus large que l'expérience de 68 et a, sur un certain nombre de terrains, inauguré, par exemple, sur la production de subjectivité. C'est-à-dire que le sujet des années 70, enfin de 68 à 77, ou aux années 80 en Italie, est un sujet qui est paradoxalement le sujet qu'on aurait attendu en France en mai et qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire un sujet qui mêlait des ouvriers, des étudiants, des profs de fac, des femmes, des acteurs sociaux, des détenus, etc., etc. Un sujet qui ne correspondait en rien au sujet traditionnel et codifié. C'était pas que les prolétaires, c'était pas que les intellectuels, c'était pas que le parti, c'était surtout pas le parti, ça se passait à l'extérieur du parti. Un sujet qui se présentait sans hiérarchie, donc il n'y avait pas d'organisation interne, et un sujet qui avait envie de transformer le monde, non pas pour le changer, mais pour le changer en se changeant. En France, c'est qu'il y a eu une très forte résistance disciplinaire à l'égard de Foucault. Alors on connaît très bien celle des historiens. Dans un article paru aux États-Unis il y a une dizaine d'années, je crois, presque une dizaine d'années, l'historien français Gérard Noiriel a analysé de manière très intéressante cette forme, disons, de désillusion qu'ont eu très vite les historiens à l'égard de Foucault parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ses manières de travailler. Et donc le livre dirigé par Michel Perrault, L'impossible prison, en est le meilleur exemple. C'est-à-dire un écart sur les objectifs, un écart sur les moyens. Je dirais que chez les sociologues, les choses, à l'exception peut-être de Robert Castel, il faudrait évoquer aussi les travaux de Jacques Donzelot sur l'institution familiale. Il faudrait peut-être évoquer aussi beaucoup de travaux anti-institutionnels, comme les travaux du Cerfi sur la ville ou sur la nature, qui se sont inspirés librement de Foucault pour développer des analyses sur les formes contemporaines de quadrillage de l'espace, de gestion du territoire. Je crois que du côté de la sociologie mainstream, il y a eu comme ça une réticence face au danger de dissolution de l'objet. Moi, je verrais, mais il y a certainement plusieurs raisons. Mais si Foucault a pâti disons, d'une certaine mise en latence, peut-être après sa mort, enfin, c'est-à-dire après les années 80, justement, milieu des années 80, il y a aussi certainement une dimension politique. C'est pas d'ailleurs contradictoire, sans doute, mais il faut savoir qu'en tout cas, la manière dont Foucault a été consommé, si j'ose dire, dans les années 68 et l'immédiat post-68, c'était aussi dans une perspective très militante, par des gens d'ailleurs dont l'objectif principal n'était pas des analyses raffinées, philosophiques, etc., mais le thème de la répression, du pouvoir, etc. Et donc Foucault a été utilisé au sens fort du mot dans cette perspective politico-militante. Et quand même les années 80, c'est le moment où cette sorte de militance et aussi d'opposition intellectuelle s'affaisse un peu.
la sociologie, pas tout entière évidemment, mais s'est tournée vers une perspective plus pragmatique, enfin, et à la fois plus l'analyse de situation, enfin par exemple le rôle de, je sais pas, l'interactionnisme, un certain usage de Goffman, mais qui n'était pas celui que j'ai fait, moi, parce que moi, ce qui m'a beaucoup frappé, enfin, chez Goffman, c'était le concept de total institution, hein, institution totale, alors que, bon, pour beaucoup, et je ne dis pas qu'ils aient eu tort, c'était comme ça des analyses concrètes de situation, de sorte que une perspective historique qui cherchait finalement en dehors des situations, des principes explicatifs de ce qui se déroulait ici et maintenant, ont pâti de cette nouvelle mode, j'allais dire. Et de même, d'ailleurs, je crois que c'est parallèle sans être la même chose. Pour le marxisme, on a dit les grandes catégories sociales, parler de classe, etc., ça devient un petit peu ringard. Hein. Ce qu'il faut, c'est analyser des situations. Et donc, bon, il y a eu le glissement, pas de toute la sociologie, mais d'une part de la sociologie, peut-être celle qui était la plus à la mode, disons, donc qui récusait, je crois que c'était à peu près parallèle, les notions comme ça, l'histoire de longue durée, les classes sociales, etc., pour analyser les interactions, les situations au plus près de leur déroulement. Dans le contexte de l'époque, c'est totalement légitime. Pourquoi? Parce qu'à la mort de Foucault, on assiste quand même au fond, une mise en silence de la pensée foucaldienne, avec une certaine incompréhension, d'une part, même la volonté de savoir qui est déjà un moment un petit peu de rupture, puisque c'est assez mal accueilli en tout cas par ceux qui avaient lu avec beaucoup d'intérêt Surveiller et punir. Ça prend un peu à revers, faut dire les choses telles qu'elles sont, toute cette pensée-là. Et puis les 2 derniers volumes de l'histoire de la sexualité, avec quand même un virage total et un retour ou un voyage vers la Grèce et la pensée antique. Mais ça va au-delà de ça, bien sûr. Au fond, en 84, 85, 86, on est dans un contexte où il y a toute une reprise en main des revues, un changement du paysage intellectuel. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est quand même, après les débuts des années 80, avec un fort lien entre, par exemple, un certain nombre d'intellectuels, dont Foucault avec la CFDT, et que les choses commencent à bouger, donc aussi avec la gauche qui est au pouvoir. Enfin, tout ça pour dire que à ce moment-là, il y a un contexte très, je crois, assez hostile à Foucault. Alors, je crois que pour toute une génération, moi je fais partie de la première génération de ceux qui n'ont pas connu Foucault et qui ont eu immédiatement les mains dans la pâte, qui ont été projetés dans cette aventure qui était assez étonnante. On était, à l'époque, je parle de la seconde moitié des années 80, le centre est de 86, moi j'y suis arrivée en 87. On était 4 maîtrises, je crois, en France sur Foucault. Personne ne dirigeait des travaux, y compris des petites choses. Les maîtrises, c'était le tout début. Sur Foucault, il n'y avait pas de prof, il y avait très peu de cours. Il y avait à Paris un seul professeur qui d'ailleurs n'était pas prof, qui était maître de conférence, donc qui ne pouvait pas diriger de travaux de troisième cycle, qui était Pierre Macheret, à qui moi je dois énormément. Et Macheret nous avait accepté, parce qu'il faisait un séminaire sur Foucault, en maîtrise sur Foucault. C'était très mal vu à l'époque. C'était considéré comme une rupture du contrat des bons étudiants en philosophie. C'était censé nous éloigner de l'agrégation et de la recherche ultérieure. Et Macheret nous a dit, allez voir le fonds qui déposait à la bibliothèque du Sauchoir, où Foucault travaillait. Le fonds était encore là alors que
alors qu'il est aujourd'hui à l'IMEC. Et on a débarqué dans cette bibliothèque, qui est un lieu extraordinaire, parce que c'est une bibliothèque d'une richesse extraordinaire. Et on avait à la fois accès à toutes les sources de Foucault, c'est-à-dire qu'on travaillait sur les livres qui avaient été ceux qui étaient à disposition de Foucault. On avait accès aux gens qui avaient connu Foucault, qui avaient travaillé avec lui. Je pense en particulier à certains dominicains, et je pense au directeur de la bibliothèque de l'époque, Michel Albaric, qui était un personnage extraordinaire. Et puis on avait cet ensemble de documents qui n'étaient pas finis, qui étaient en cours de constitution et qui étaient des documents papier, c'est-à-dire cette énorme masse documentaire qui est allée après confluer dans les dits écrits, mais qui était encore en partie en cours de fichage, donc il fallait repérer les choses. Et puis il y avait le problème des cours, et on a vécu toute la période de repérage des cassettes des cours du Collège de France et des conférences à l'étranger, avec des recherches qui étaient parfois des recherches à la limite du roman policier. On pistait les cassettes. Moi j'avais 21 ans, et on se retrouvait à travailler avec Arlette Farge, avec Michel Perrault, avec François Eval, qui était à l'époque président du Centre, avec Pierre Lascoum, avec des gens qui avaient travaillé directement aux côtés de Foucault, et qui nous ont immédiatement adoptés. C'est-à-dire qu'ils ne nous ont jamais traités comme des étudiants, et toujours comme des gens qui travaillaient au même titre qu'eux sur quelque chose qui était une richesse inimaginable. Alors, le projet du centre était de rassembler toutes ces interventions, entretiens, conférences, mais publiées par Foucault. C'est ce qui a donné lieu au dit écrit, aux 4 volumes de dit écrit, maintenant qui sont en 2 volumes chez Quarto. Donc ça a été la première tâche du centre. Puis, dans un second temps, donc, on pourrait dire que ça a été préparatoire à un projet éditorial. Mais ce n'était pas seulement ça. C'était aussi de faire en sorte que quand il y avait des étudiants étrangers, puisqu'en France on travaillait très peu sur Foucault, début des années 90, il y avait quand même très peu de gens, et les gens qui travaillaient sur Foucault étaient des chercheurs italiens, des chercheurs américains, des japonais, des sud-américains, et très peu de chercheurs en France, parce que en fait les thèses en philosophie sur Foucault étaient assez mal vues. Hein. Il faut, je crois, rappeler quand même ce contexte. il y a une certaine fonction du centre qui s'est épuisée, et qui était une fonction de diffusion de l'archive, et d'ailleurs, je dois dire, de fédération, enfin de mise en réseau des chercheurs, en particulier des chercheurs étrangers, à l'époque où en France il n'y avait pas grand-chose. Et cette fonction-là s'est énormément épuisée, à la fois parce que les chercheurs, maintenant les réseaux existent, et puis parce qu'il est dit écrit. Et je dois dire que, enfin dit écrit plus publication des cours, qui n'est pas encore achevé mais qui le sera. Et c'est vrai que les dits écrits et les cours, ça a été à la fois formidable, je trouve que c'est très utile, très pratique pour nous, pour les étudiants et pour les gens qui veulent le lire. Et en même temps, ça a probablement provoqué un effet d'aplatissement, c'est-à-dire qu'on avait tout à disposition et sur le même niveau. Et qu'on a assisté finalement à une sorte d'éclatement des centres d'intérêt, ce qui était en soi plutôt intéressant, avec probablement une perte du sens de la recherche. C'est-à-dire qu'on a cessé probablement de se poser des questions sur le type de discours auquel on avait affaire. Alors je pense qu'il y a une première direction de recherche qui, moi, m'intéresserait. Je ne sais pas si ça intéresserait les autres, mais je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à faire. C'est d'appliquer à Foucault et à la période de Foucault, ce qui implique une périodisation qui n'est pas évidente, d'appliquer à Foucault et à une certaine périodisation de la pensée française, parce que je crois qu'il y a une spécificité française, dans ce cas-là, une méthodologie qui était celle de Foucault. C'est-à-dire de faire la généalogie de la pensée de Foucault, et au-delà de la généalogie de la pensée de Foucault, une généalogie de la pensée française de l'après-guerre, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à la manière dont Foucault a fait une généalogie de l'âge classique, plutôt que des formes de la discipline, etc., etc. Et puis il y a une deuxième dimension, qui est une dimension plus interne, qui est que, au-delà des textes eux-mêmes,
il serait extrêmement intéressant d'avoir accès, et je crois qu'on aura peut-être un jour, et peut-être dans pas si longtemps que ça, accès aux dossiers documentaires avant l'établissement du texte définitif des livres. C'est vrai que si on avait accès aux fiches de Foucault et à la phase de préparation du travail, au cahier des charges de Foucault, ça serait un matériel formidable, non pas tant pour fixer définitivement le produit fini, c'est-à-dire pour dire, voilà, le livre fini, en réalité, c'est ça, et pour pouvoir dire la vérité sur les livres de Foucault, et donc la vérité sur Foucault lui-même, mais pour restituer au travail de Foucault une dimension qui est une dimension de recherche, et de recherche permanente sur soi et contre soi et à côté de soi. Et puis il y a une troisième dimension qui est celle des usages de Foucault, c'est-à-dire de l'utilisation de Foucault. Alors ça, c'est intéressant parce que ça c'est de plus en plus fort, mais on n'en sait pas forcément les résultats, d'essayer de trouver une manière de faire communiquer des usages de Foucault dans des champs qui n'étaient pas ceux de Foucault et dans des secteurs disciplinaires qui n'étaient pas ceux auxquels Foucault s'intéressait. Je pense par exemple qu'il y a une certaine utilisation de Foucault en sociologie qui va bien au-delà de ce que Foucault aurait pu imaginer. Même chose en anthropologie, même chose en philosophie politique, etc., etc. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on est souvent prisonnier d'une appartenance disciplinaire qui est la nôtre, et que la mise en réseau de ce genre de recherche pourrait être un patrimoine commun.